ce n'est pas un sujet que je maîtrise, mais j'ai trouvé des toutes petites questions auxquelles je vais te lire. Je vais te lire les réponses. Pour en apprendre plus sur ces montagnes géantes de lave, j'espère que tu es bien installé confortablement dans ton lit, dans ton canapé, que tu es détendu. Que tu te sens bien et que tu es prêt. Alors, c'est parti, commençons avec la première question. Un petit peu basique pour commencer. Comment fonctionne un volcan? Il existe une multitude de volcans à la surface de la Terre, certains actifs, d'autres endormis. Si chacun présente ses propres spécificités qui font qu'aucune éruption ne ressemble tout à fait aux autres, la machinerie volcanique obéit à certains principes généraux. Qu'il s'agisse d'un volcan de type explosif ou effusif, une éruption repose sur une ascension de magma, c'est-à-dire de roches en fusion, à travers l'épaisseur de la lithosphère. Cette remontée se fait le long de fissures qui agissent comme des conduits et qui acheminent le magma de sa source vers la surface ou vers des zones de stockage temporaires, communément appelées chambres magmatiques. Pas de volcan sans magma. Le magma prend habituellement sa source dans le manteau, à la base de la lithosphère, là où les températures dépassent les 1200 degrés Celsius, soit vers 100 à 110 km/h de profondeur. Sous l'effet de la chaleur ou d'une remontée rapide, les roches du manteau vont se mettre à fondre localement et de manière partielle, produisant un liquide que l'on appelle magma. Les gouttes de liquide créées, moins denses que les roches encaissantes, vont alors commencer à remonter à travers les multiples interstices de la lithosphère. Cette remontée va alors bénéficier de la présence de fissures et de failles préexistantes qui affectent la croûte terrestre. Mais ces conduits sont rarement continus jusqu'en surface. Au fil de sa remontée, le magma peut ainsi se retrouver stocké temporairement au sein de la croûte, à des profondeurs très variables, généralement entre 20 et 50 km de profondeur. Ce sont les chambres magmatiques profondes. Aujourd'hui, on préfère souvent utiliser plutôt le terme de réservoir, car le mot chambre fait penser à un espace vide, à une sorte de poche ou de cavité qui serait remplie de magma. Or, on sait désormais que le stockage du magma se fait plutôt de manière diffuse et étendue au sein d'un
réseau de fractures plus ou moins connectées, formant des lentilles magmatiques emprisonnées au sein d'une sorte de bouillie cristalline, le mush, où éléments liquides et solides sont intimement mélangés. À partir de ce réservoir profond, le magma peut continuer sa remontée vers la surface jusqu'à atteindre un réservoir superficiel situé à seulement quelques kilomètres de la surface. Ce niveau de stockage résulte d'un équilibre de densité et de pression. En d'autres termes, la poussée d'Archimède qui faisait remonter le magma jusqu'alors est désormais nulle. Un stockage de plusieurs milliers d'années au sein de réservoirs magmatiques. Au cours de sa remontée, le magma va subir une importante modification chimique. De nombreux échanges et contaminations ont en effet lieu au contact des roches encaissantes. Lors de son séjour dans les réservoirs magmatiques, d'une durée qui peut être de plusieurs centaines ou milliers d'années, le magma va commencer à se refroidir lentement, ce qui va entraîner au début de cristallisation, un début de cristallisation, mais de certains minéraux seulement. Il s'agit d'un processus que l'on appelle cristallisation fractionnée. En s'appauvrissant en certains éléments chimiques qui vont former les nouveaux minéraux, la composition du liquide résiduel va fortement évoluer. C'est la différenciation magmatique. De nombreux paramètres sont alors modifiés en comparaison du liquide magmatique initial, notamment la teneur en silice, la densité, la température, la viscosité et la capacité du liquide à contenir les gaz, vapeur d'eau et CO2 en particulier. Au sein du réservoir superficiel, les gaz passent ainsi progressivement en saturation, créant une surpression jusqu'à atteindre une valeur critique qui va mener à l'ouverture du système jusqu'alors fermé. La surpression dans le réservoir dépasse alors la résistance mécanique des roches. De nouveaux conduits vont alors s'ouvrir, permettant au magma de s'échapper rapidement vers la surface. Ces cheminées volcaniques vont alors libérer la pression contenue dans le réservoir. C'est l'éruption. Éruption et vidange partielle du réservoir magmatique. Le stade précédant l'éruption, lorsque le réservoir devient instable, va être accompagné par plusieurs signes précurseurs. De nombreux petits séismes vont être enregistrés sous le volcan, dont les flancs vont également subir un gonflement. Les caractéristiques de l'éruption en elle-même vont dépendre de plusieurs facteurs, mais en particulier de la viscosité du magma. S'il est fluide, on assistera à une éruption effusive, avec de nombreuses coulées de lave. S'il est très visqueux, sa remontée dans les cheminées volcaniques sera lente et compliquée, menant à une surpression entraînant une explosion. Dans tous les cas, la vidange du réservoir magmatique n'atteint généralement pas 10%. Au-delà, le réservoir devient trop instable et s'effondre, donnant naissance à une caldeira. Une fois les pressions rééquilibrées au sein du réservoir, l'éruption s'arrête. Le volcan entre alors dans une phase de sommeil, mais cela ne signifie pas que le processus magmatique en profondeur sont arrêtés. Que les processus. Une nouvelle injection de magma du réservoir profond vers le réservoir superficiel est souvent à l'origine d'un réveil et d'une nouvelle éruption. Poursuivons. Quels sont les grands types d'éruptions volcaniques? Si chaque volcan entre
entre en éruption d'une manière qui lui est propre. Il est néanmoins possible d'identifier quelques grands types éruptifs qui dépendent principalement de la viscosité de la lave. Explosion, coulée de lave, nuages de cendres, nuées ardentes. Les manifestations volcaniques sont nombreuses et diverses, témoignant des différents processus se jouant au cœur de la machine éruptive qui se cache sous les volcans. Si, au premier ordre, on distingue deux grands types éruptifs différents, les éruptions effusives se produisent majoritairement des coulées de lave et les éruptions explosives qui sont caractérisées par la projection de nuages de cendres et de téphra. Il existe cependant de nombreux types intermédiaires. Mode de classification. Souvent, les différents types d'éruptions vont définir la morphologie des volcans. Mais il faut savoir que la dynamique éruptive d'un volcan peut évoluer au cours de son histoire. Il est ainsi possible d'observer différents types éruptifs pour un même édifice. Pour les scientifiques, cela rajoute une complexité supplémentaire à l'estimation du risque volcanique d'une région et pour la prévision des éruptions. Plusieurs classifications existent pour caractériser les types d'éruptions volcaniques. Bernard Gézé en 1964 propose un diagramme triangulaire qui repose sur la nature des produits volcaniques émis. Le diagramme présente ainsi trois pôles qui correspondent aux produits dominants, les gaz, les liquides et les solides. Quatre domaines sont alors définis à l'intérieur de ce diagramme triangulaire pour représenter les différentes possibilités en fonction d'un produit dominant. On identifie alors le domaine explosif de type vulcanien. Les éruptions vont être dominées par l'émission de gaz. Le domaine extrusif de type péléen. Les éruptions sont dominées par l'émission de solides. Le domaine effusif de type hawaïen. Les éruptions sont dominées par la production de lave. Et le domaine mixte de type strombolien. Les différents produits gaz, liquides, solides se retrouvent en quantité à peu près égale. Si cette classification est idéale pour décrire les éruptions actuelles, elle pose un problème pour l'étude d'éruptions passées. George Patrick Leonard Walker en 1973 propose donc une autre classification qui se base sur l'étude des dépôts volcaniques. Trois paramètres sont considérés: l'épaisseur du dépôt, la fragmentation du matériel, autrement dit la finesse des éléments émis lors de l'éruption, et la façon dont ils sont dispersés. En se basant principalement sur l'indice de fragmentation et le paramètre de dispersion, cette classification permet la comparaison entre les éruptions actuelles et les éruptions fossiles. Ces deux paramètres sont également très utiles pour estimer l'intensité des éruptions. L'indice de fragmentation et le paramètre de dispersion augmentent en effet avec la puissance de l'éruption. Les grands types éruptifs effusifs et peu dangereux. Donc le type hawaïen. Les volcans de type hawaïen se caractérisent par des cônes abaissés formés principalement de lave. On trouve très peu de cendres et de scories. Le cratère est généralement vaste, caldeira d'effondrement, et possède souvent un lac de lave. Lors des éruptions, la lave peut être projetée dans les airs sous forme de rideaux de feu ou s'écouler en fontaines très fluides. Ce type de volcan est souvent en éruption, voire en éruption permanente.
produisent pas d'explosion et sont donc considérés comme peu dangereux. Type strombolien. Les volcans de type strombolien produisent des éruptions de lave fluide, mais auxquelles s'ajoutent des projections de matériel volcanique plus grossier, comme des bombes volcaniques. C'est le cas du volcan Stromboli qui a donné son nom à ce type éruptif, mais aussi de l'Etna. Le cône de ces volcans est très régulier, marqué par des alternances de couches de lave et de couches de projection. Certaines coulées peuvent cependant emporter avec elles un morceau du cratère que l'on dit alors égueulé. Les célèbres puits de la Vache et de la Sola dans le Massif central en sont de bons exemples. Comme les volcans de type hawaïen, les volcans de type strombolien sont très souvent en éruption et ne présentent que peu de danger pour les populations. Les grands types explosifs présentant un danger important. Type vulcanien. Les édifices volcaniques de type vulcanien sont presque uniquement constitués de cendres et de divers produits solides, bombes, blocs. Ils produisent également d'importants nuages de cendres brûlantes qui s'abattent sur toute la région en entraînant un grand nombre de morts. Ces volcans, dont la lave est visqueuse, sont considérés comme dangereux en raison du risque de violentes explosions, capables de détruire complètement l'ancien cratère. Le volcan Vulcano, mais aussi le Pariou ou le Vésuve sont des volcans de type vulcanien. À noter que le Vésuve alterne entre ce type et le type strombolien. Certaines des éruptions les plus meurtrières de l'histoire sont associées à des éruptions de type vulcanien, comme l'éruption de Tambora en 1815, 60 000 victimes. Elles ont notamment la capacité d'induire d'importants changements climatiques. Type péléen. La montagne Pelée en Martinique est un volcan de type péléen. La lave, trop visqueuse pour s'écouler, provoque des éruptions explosives particulièrement dangereuses, associées à des nuées ardentes. Souvent se forme ce que l'on appelle une aiguille d'extrusion, par exemple du mont Gerbier de Jonc dans le Velay. Type surtséienne, représenté par le volcan sous-marin de Surtsey en Islande. Ce type explosif est caractérisé par la projection de cendres fines qui résultent de l'intense fragmentation de la lave au contact de l'eau. On parle ainsi d'éruption phréatomagmatique. Voilà pour les... Ça clignote là, je sais pas ce qui se passe. Bon. Ensuite, après savoir comment fonctionne un volcan et les grands types d'éruptions, je vous propose de savoir comment se forment les volcans. Des volcans, il y en a partout et depuis l'origine de la Terre. C'est d'ailleurs eux qui ont mené à la formation des continents et à la constitution de notre atmosphère. Grands convoyeurs de chaleur, ils font partie intégrante de la géodynamique terrestre et participent à la tectonique des plaques. Mais comment se forment-ils? Attendez, je reviens, je vais remettre mon nuage en état. Voilà, bon, il marche pas très bien.
aujourd'hui environ 1500 volcans actifs sur Terre. Si l'on observe sur tous les continents, mais aussi sous la surface des océans, on se rend compte en observant une carte du volcanisme mondial que les volcans ne sont pas répartis de manière uniforme sur le globe. Les volcans semblent en effet le plus souvent concentrés sur de longues linéations. Il suffit de superposer cette carte à celle des plaques tectoniques pour se rendre compte que les volcans sont principalement positionnés au niveau des limites de plaques. Le volcanisme intimement lié à la tectonique des plaques. On en trouve ainsi au niveau des limites de plaques extensives, comme sur les dorsales océaniques par exemple, ou au niveau du rift est africain, où la corne de l'Afrique sépare lentement du reste du continent, mais surtout au niveau des limites convergentes, là où deux plaques s'affrontent. C'est le cas des zones de subduction, où une plaque océanique passe sous une autre plaque. Ce contexte tectonique explique la présence d'une longue chaîne de volcans sur tout le pourtour du Pacifique et que l'on appelle habituellement la ceinture de feu. Enfin, on trouve des chaînes de volcans comme à Hawaï qui ne sont pas forcément corrélées avec une limite de plaque. C'est ce que l'on appelle les volcans de point chaud. Ces trois environnements, ouverture continentale, zone de subduction et point chaud, présentent des spécificités qui permettent la formation des volcans suivant des mécanismes différents. Car si à première vue un volcan est un édifice qui crache de la lave, des gaz et des cendres et qui se construit ainsi au fil des éruptions, leur origine est en réalité bien plus profonde. Il faut ainsi descendre dans la croûte et arriver dans le manteau pour comprendre comment il se forme. La présence d'un volcan en surface dépend ainsi de deux choses: la capacité à produire du magma en profondeur au sein du manteau et la capacité à le faire arriver en surface. Deux paramètres qui vont dépendre du contexte tectonique. Les volcans des zones de rift. Le volcanisme joue un rôle majeur lors de la séparation des continents. Actuellement, nous sommes dans une phase d'éclatement continental presque maximale, ce qui fait que les zones de rift, là où s'opère la déchirure continentale, ne sont pas fréquentes. Il existe tout de même un exemple qui est celui du rift est africain. L'étude de ce cas, comme celui des marges passives actuelles qui témoignent de l'ouverture des océans du globe, montre à quel point le magmatisme est présent dans ce contexte extensif. Il s'explique par le fait que lorsque la lithosphère continentale, croûte plus partie supérieure du manteau, est étirée, son amincissement par le jeu de grandes failles va entraîner la remontée du manteau asténosphérique. Cette remontée va se faire de manière très localisée au niveau de l'axe du rift. Il faut cependant se souvenir que les roches qui composent le manteau ne sont pas fondues. Elles sont à l'état solide et à cause des fortes pressions qui règnent à ces profondeurs dans les entrailles de la Terre. Toutefois, si l'amincissement en surface se fait suffisamment rapidement, ces roches du manteau vont remonter assez vite pour subir ce que l'on appelle une décompression adiabatique. La pression diminue, mais la température du matériel reste la même. Il n'a pas le temps de refroidir. Dans cette situation, les roches du manteau vont pouvoir fondre. On assiste alors à une fusion partielle de certains minéraux qui va former du magma. Moins
instance que l'encaissant, ces gouttelettes de liquide magmatique vont alors remonter à travers la croûte grâce au réseau de fractures qui s'y est développé. Elles vont pouvoir s'y collecter, formant ainsi des réservoirs magmatiques qui, lorsqu'ils atteindront une pression suffisante, pourront ouvrir des réseaux de conduits volcaniques, permettant l'échappement du magma vers la surface. C'est ainsi que se forment les volcans dans ce type d'environnement tectonique. C'est également ce que l'on observe au niveau des dorsales océaniques. Les volcans dans les zones de subduction. Au niveau des zones de subduction, si la deuxième partie de l'histoire, remontée du magma à travers la croûte, formation d'un réservoir et éruption, est similaire, les mécanismes responsables de la création du magma sont différents. En effet, dans ce contexte de convergence des plaques, c'est l'eau contenue dans les sédiments déposés au-dessus de la plaque océanique plongeante qui va jouer un rôle. La pression régnant dans le manteau va en effet essorer ces sédiments qui vont libérer l'eau qu'ils contenaient. Cette eau va venir alors hydrater les roches du manteau se trouvant au-dessus du plan de subduction, abaissant leur point de fusion. Du magma va ainsi pouvoir se former. En remontant et en se frayant un chemin à travers la croûte, ce magma va donner naissance à des volcans d'arc qui forment une longue chaîne en arrière de la fosse de subduction. Exemple de la ceinture de feu du Pacifique. Les volcans de points chauds. Enfin, la formation des volcans de points chauds est encore liée à des processus différents. Ici, les choses se jouent dans le manteau inférieur où de grandes instabilités thermiques vont générer des panaches mantéliques. Du matériel chaud mais solide va remonter vers la surface. Ce n'est qu'au niveau de la base de la lithosphère que les conditions de pression-température vont rendre la fusion partielle possible. Cette colonne chaude qui remonte, des fois depuis la base du manteau, va éroder thermiquement la lithosphère. Le magma va s'y infiltrer et atteindre la surface pour former de grands édifices volcaniques dont l'activité est intense du fait de l'apport quasi continu de magma. Mais la plaque qui les porte bouge, le panache restant quant à lui fixe. Ce déplacement de la lithosphère va entraîner la formation d'un chapelet de volcans. Poursuivons entre la différence entre la lave et le magma. Lave et magma sont deux termes se rapportant au volcanisme et que l'on a parfois tendance à employer indifféremment. Pourtant, tous deux désignent bien des matériaux différents. La lave et le magma, des termes employés dans le milieu du volcanisme, sont tous les deux issus de roches en fusion. Le magma a l'origine de la lave. Le terme de magma désigne la roche fondue située dans la terre. Le magma est soumis à des températures et à des pressions élevées. Il se compose de gaz dissous, de liquides, de particules volatiles et d'éléments solides. Quand il refroidit, il se transforme en roche ignée de deux types. Lorsque le magma reste confiné sous terre, on appelle sa roche ignée de la roche plutonique. Lorsque le magma monte en surface, sa roche ignée est désignée par le terme de lave. La lave se déverse du volcan. Ainsi, la lave correspond à un magma poussé hors de terre à l'occasion d'éruptions volcaniques. Au sortir du cratère, la température de la lave est comprise entre 700 et 1200 degrés Celsius.
refroidit rapidement, en surface du moins, au contact de l'air libre. La composition chimique de la lave est différente de celle du magma. Elle contient généralement moins de fer et de magnésium et davantage de calcium, de sodium ou de potassium. En arrivant à la surface, la lave connaît une chute de pression à l'origine d'un dégazage. Dioxyde de carbone, vapeur d'eau, etc. Certains éléments contenus dans la lave ont aussi tendance à s'oxyder, comme le soufre par exemple. Et pour terminer cette vidéo, quel est le volcan le plus actif du monde? Le volcan le plus actif au monde se trouve aux États-Unis. Ce serait le Kilauea, un volcan hawaïen en activité constante depuis 1983. Il se trouve sur la même île que le Mauna Loa, l'un des plus grands volcans du monde. Le volcan Kilauea fête en 2018 ses 35 ans d'activité consécutive. Situé sur la Big Island à Hawaï, en constante éruption depuis janvier 1983. Il est le volcan le plus actif du monde d'après le Guinness des records. Son cratère, le Pu'uo'o, qui s'est formé le 3 janvier 1983, contient souvent un important lac de lave qui peut déborder, les coulées se déversant jusque dans l'océan Pacifique. Le Kilauea se trouve près d'un autre volcan très actif, le Mauna Loa, un volcan très volumineux qui culmine à 4170 mètres d'altitude. Ces volcans produisent des laves fluides avec assez peu de gaz. C'est un volcanisme effusif. Les laves, en se solidifiant, modèlent le paysage volcanique de l'île. La cause de ces éruptions est un volcanisme de point chaud, un volcanisme intraplaque lié à une fusion partielle de matière dans le manteau inférieur. D'autres volcans très actifs. Parmi les volcans très actifs dans le monde, citons également le Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion. Ce volcan émet des laves fluides de type basaltique tous les 2 à 6 ans, culminant à 2631 mètres d'altitude. Il est en activité depuis environ 400 000 ans. Et l'Etna, situé près de Catane, en Sicile, il est le volcan le plus actif en Europe. Avec ses 3330 mètres d'altitude, il serait aussi le plus haut volcan actif en Europe. Ses éruptions sont fréquentes. Voilà mes amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je sais pas vous, mais moi j'ai appris plein de choses sur les volcans que je ne savais pas du tout. C'est très intéressant. Il y a encore plein de choses à connaître, je suis certaine. J'espère que cette petite vidéo hautement brûlante et explosive vous aura fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos proches. Je vous laisse ici et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite